Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'Alter Ego, l'émission qui donne la parole aux femmes leaders et aux hommes alliés. Vous découvrirez comment, pour faire face aux nombreux et aux grands défis de ce 21e siècle, de nouvelles formes de leadership féminin sont en train d'émerger avec des stratégies d'alliance puissantes, des prises de conscience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore assez de représentation de ces leaders féminins, surtout dans la manière dont ça s'exprime au quotidien et dont ça se met en œuvre, en entreprise, dans les communautés et au sein des réseaux. Tous les mois, avec Alter Ego, nous souhaitons vous faire découvrir leur vision du leadership, mettre en lumière leur parcours, ce qui les guide, ce qui les impacte, ce qui les inspire, qu'elles soient politiques, chefs d'entreprise, sportives, entrepreneuses, artistes ou scientifiques. Et aujourd'hui, nous recevons Marielle Liébert-Claire. Bienvenue Marielle. Merci Léocalie. Alors Marielle, vous êtes la fondatrice de So To Speak, l'agence, qui permet aux talents féminins de se déployer à travers la prise de parole, le leadership et surtout une meilleure connaissance de soi. Et puis vous animez tous les ans, au mois de novembre, le grand sommet francophone du leadership féminin Grandeur d'âme, qui permet justement de mettre à l'honneur des femmes au fort leadership pour engager d'autres femmes à suivre leurs traces. Et vous avez également un programme de coaching en entreprise qui s'appelle Prima Donna, avec cette connotation un petit peu italienne. Des propositions que vous avez créées qui sont très ciblées, qui témoignent d'un engagement fort et qu'on prendra justement le loisir de détailler tout au long de notre échange. Et justement, pour comprendre ce qui vous a mené à créer en fait finalement ces trois activités, ces trois socles-là, on va peut-être aller regarder. On va vous laisser vous présenter sommairement parce que vous avez un parcours qui est très atypique. On va voir qu'il va être construit à la fois d'études en droit et également d'une carrière de comédienne, d'artiste. Et à partir de 2012, vous allez vous orienter vers la communication orale et vous allez compléter ce parcours avec du storytelling à Londres. Alors, forcément, on se doute qu'avec un parcours comme celui-là, on a une personnalité atypique aujourd'hui avec nous. Dites-nous un petit peu comment s'est construit ce parcours et puis peut-être quel genre de comédienne vous étiez à cette époque. Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, je vais commencer par l'adolescence, oui, qui est ce moment où on se cherche, où on essaie de comprendre qui on est, ce qui pourrait nous rendre heureux ou heureuse une fois à l'âge adulte. Moi, très tôt, j'ai goûté au théâtre, comme beaucoup d'adolescents, par le biais de ma professeure de français qui m'a fait monter sur scène. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette activité. Je me suis dit, mais embrasser 1000 vies, être en capacité de pouvoir faire des personnages féminins, masculins. J'ai joué des hommes dans Molière, etc. Je trouvais ça génial. Je me disais, mais c'est comme si on repoussait les murs, finalement, de son être, qu'on pouvait vivre 1000 vies. Mes parents n'étaient pas très motivés vers l'idée de me soutenir dans mon projet de devenir artiste. Donc, un peu le cœur lourd, j'ai fait des études de droit. Pendant 3 ans, j'étais à la faculté de droit de Sceaux, et où je me suis, il faut bien le dire, copieusement ennuyée. Et je gardais en tête quand même l'idée d'être artiste. Mais je me sentais pas assez confiante en moi-même, je dirais, pour vraiment me dire, allez, j'arrête mes études et je fais une formation en art dramatique. Donc j'ai travaillé dans le domaine de la communication après la fac. Et au bout de 7 ans, où j'étais vraiment en crise, je dirais, en crise intérieure, parce que je sentais bien que j'étais pas sur mon chemin. J'ai pris un petit boulot à mi-temps. Alors j'avais un très beau poste de cadre. Je travaillais à l'Opéra Comique aux côtés du directeur de la communication à l'époque. Je prends un petit boulot et je commence à faire mes études d'art dramatique en cours du soir. Et ça a été une révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, mais voilà, j'ai 28 ans, je commence je tourne une nouvelle page de ma vie professionnelle. Et pour la première fois, je me sens à ma place. Pour la première fois, je sens que je fais ce pourquoi je suis faite. Et a commencé un parcours là de 16 ans où j'ai joué dans des séries télévisées, j'ai fait beaucoup de voix aussi dans l'audiovisuel, j'ai déclamé des poèmes dans la rue, j'ai fait 3 fois le Festival d'Avignon, etc. J'ai été jouée en Afrique, d'ailleurs, j'ai été jouée au Sénégal, en Belgique, enfin j'ai fait des tournées en France, etc. Et ce métier m'a énormément apporté en termes justement de confiance en soi, d'alignement, de capacité à aussi porter la parole d'autres personnes comme si c'était la nôtre. Donc il y avait quelque chose pour moi, bon, déjà j'adore la culture, j'adore les textes, les beaux textes,
Et j'ai toujours beaucoup aimé parler, on va s'en rendre compte. J'ai toujours beaucoup aimé parler. Et donc, le fait de s'exprimer, d'aller à la rencontre aussi de publics très très différents, pour moi, c'était extraordinaire en fait. Donc, j'ai adoré ce métier, je l'ai fait pendant 16 ans. Et en 2012, j'ai décidé que j'avais envie de faire autre chose. C'était comme si j'avais vraiment complété un cycle. Je me sentais vraiment nourrie. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit je quitte ce métier, parce que j'ai connu des comédiens, des comédiennes qui quittaient ce métier en se disant je n'en vis pas vraiment bien, j'en ai assez, j'ai envie de faire autre chose. Moi, c'était vraiment... oui, c'était ça. J'avais terminé un cycle qui avait été très riche et très porteur. Et je me suis dit, maintenant, je sens que j'ai envie, non plus d'être sur scène, d'être dans la lumière, d'être applaudie, parce que j'ai besoin de ça pour me construire en tant que personne. Maintenant, j'ai envie de redonner. C'est-à-dire, j'avais vraiment la sensation que j'avais envie d'aller au contact des entrepreneurs, d'aller au contact des personnes dans les entreprises. Et je me dis, tout ce que j'ai pu apprendre sur l'art de prendre la parole en public, je peux le mettre au service de personnes qui ont sans doute des choses passionnantes à dire, mais qui sont bridées par le stress, par un manque de confiance en elles-mêmes, etc. Je me dis, j'avais envie de passer le relais de façon positive et de voir de façon concrète aussi l'impact que mon action pouvait avoir sur les autres. Quand on est au théâtre, on est quand même un peu... Voilà, on est séparé du public quelque part. Et si on n'a pas 2-3 personnes qui viennent nous voir à la fin du spectacle pour nous dire j'ai aimé ce que vous avez fait, j'ai été émue, ça m'a rappelé des choses de ma vie, etc. Finalement, on ne sait pas ce que les personnes ramènent chez elles. Absolument. Or, quand on coach ou quand on forme des personnes, eh bien, on a ce retour et on peut voir directement l'effet en fait que notre travail a sur les autres. Parce que là, effectivement, vous parlez de l'autre métier, le métier qui arrive après cette partie de comédienne. Oui. Vous êtes donc coach professionnel, oui. vous animez également des formations. Oui. Alors là, on est encore sur cette notion de transmission, cette notion d'aller à la découverte de la compétence de l'autre. Comment vous changez de rôle qui finalement devient le métier? Vous basculez. Oui, alors j'ai fait une formation, évidemment, pour devenir coach en prise de parole en public et pour apprendre davantage, c'était davantage pour apprendre la posture et les grandes règles, on va dire, autour de la pédagogie, parce que la prise de parole en elle-même, c'était quelque chose que je maîtrisais. Donc c'était plus pour la posture. Et tout de suite, ça m'a plu. C'est-à-dire que je me souviens très bien de la première formation que j'ai donnée. Et là, la même chose que pour le théâtre. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis à ma place. C'est ça. Je suis à ma place, je me sens utile aux autres. Et cette chose de l'ordre de la contribution, c'est quelque chose qui a toujours été très fort chez moi. Alors justement, vous allez mettre ça au service, et c'est un choix finalement, du leadership féminin. Vous dites que vous êtes passionné par ce leadership féminin, par le développement personnel depuis que vous avez 25 ans. Oui. Ce serait intéressant que vous puissiez donner votre propre définition de ce leadership féminin et comment vous l'accompagnez au quotidien, justement. Alors pour moi, le leadership féminin, c'est vraiment comment, en tant que femme, on s'empare et on explore son potentiel de façon complètement, je dirais, naturelle, c'est-à-dire sans vouloir singer le leadership que l'on connaît, c'est-à-dire la plupart du temps le leadership étant exercé dans les grandes entreprises par les hommes. On n'a pas tellement de rôle modèle féminin qui peuvent nous inspirer. Donc tout est à inventer autour du leadership féminin, c'est ce que je trouve intéressant. Et j'aime l'idée que les femmes finalement puissent créer un leadership avec lequel elles soient à l'aise, d'être des femmes, d'être des leaders et de pouvoir inspirer les autres et travailler aussi en sororité. Ce qui n'exclut pas le fait d'être fraternelle aussi avec les hommes qui ont du potentiel. Tout à fait. C'est pas un leadership qui exclut l'autre. Voilà, exactement. Qui exclut l'autre. Mais comme dans les entreprises, au niveau des comités exécutifs, au niveau des comités de direction, elles restent quand même très minoritaires. Je trouve que c'est important que les femmes se soutiennent entre elles et puissent, quelque part, se faire la courte échelle à chaque fois que c'est possible. Alors, vous en accompagnez beaucoup parce que vous accompagnez des femmes qui sont des femmes leaders, des femmes dirigeantes, mais c'est aussi des femmes à haut potentiel dans cette ascension un peu sociale, entre guillemets, au niveau de l'entreprise, dans ces comités de direction, ces comités exécutifs. Quand elles viennent vous chercher, quelle est la première ou quelles sont les 2 premières questions pour lesquelles elles viennent vous chercher ? Alors, c'est des questions qui à chaque fois me frappent énormément parce que ce sont des femmes très brillantes
Et enfin, dès qu'elles me racontent leur parcours, moi j'ai les yeux qui brillent d'admiration. Je me dis, mais mon Dieu, voilà, si j'avais eu un parcours académique et un parcours dans des grandes entreprises comme ça, j'aurais l'impression d'être la reine, la reine du monde. Et en fait, ce qu'elles me disent, c'est qu'elles jouent un rôle. Elles jouent le rôle de la dirigeante qui est à l'aise dans ses chaussures de dirigeante, mais que derrière, il y a beaucoup d'insécurité. Il y a le fameux syndrome de l'imposteur, dont on n'a pas fini de parler, je pense. La sensation qu'elles ne font jamais assez bien, jamais assez rapidement, qu'elles ne mettent pas en place les choses comme il faudrait les mettre, qu'on peut leur reprocher aussi d'être trop humaines. Je ne sais pas comment on peut être trop humain personnellement, mais voilà. Et les choses aussi où elles peuvent venir me voir, c'est... j'ai la sensation que dans ces comités où je m'exprime, si elles sont les seules femmes, qu'elles ne sont pas vraiment prises au sérieux, que leur parole n'a pas le même poids. Leur parole peut avoir un poids, mais pas le même poids que leurs homologues masculins. Donc il y a une histoire autour de la comparaison, finalement, et donc il y a une idée aussi d'apprendre à se détacher, finalement. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire apprendre à se détacher d'un écosystème qui est phyto-patriarcal, ou dans lequel on est une gentille petite fille et, entre guillemets, on suit les règles, ou est-ce qu'on serait plutôt sur une approche où, d'une certaine manière, comment j'apprends à me valoriser pour exister, quel que soit finalement l'écosystème dans lequel je me retrouve? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire se détacher du besoin de plaire. Je pense que c'est quelque chose... là, je ne parle pas de plaire du point de vue de la séduction. Oui, tout à fait. C'est le besoin d'être validé. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, ancré dans le cœur de beaucoup de femmes de par notre éducation. Tout à fait. Je pense que les petits garçons... Alors, ça change, je vois les jeunes générations, ça change beaucoup, mais les petits garçons, en tout cas de ma génération, n'étaient pas élevés pour plaire, ils étaient élevés pour être performants, pour s'affirmer, pour se bagarrer si on les embêtait, etc. Et les petites filles, elles devaient être plaisantes, agréables, gentilles, conciliantes. Et ce côté conciliant n'est pas toujours très compatible avec le fait d'exercer du leadership. Il y a des moments, il faut prendre des décisions qui déplaisent. Il y a des moments, il faut prendre des décisions tranchées qui vont forcément faire grincer les dents à un certain nombre de personnes. Et si on est trop, si on veut trop être dans le fait d'arrondir les angles tout le temps, je ne dis pas que ce n'est pas utile à certains moments, mais si ça devient un mode de fonctionnement en tant que leader de toujours arrondir les angles, eh bien on ne fait rien, ou alors on prend que des mesurettes. Et ce n'est pas comme ça qu'on fait changer les choses. On ne peut pas changer une société, on ne peut pas changer un système, on ne peut pas changer une organisation uniquement avec de la tiédeur et de si vous êtes d'accord, si tout le monde veut bien, si. À un moment donné, il faut trancher. Et les grands leaders ont toujours fait des choses qui déplaisaient à une partie des personnes qu'ils devaient mener. Absolument. Est-ce que vous avez des figures de leaders, femmes ou hommes, en tout cas inspirants, qui vous guident, sur lesquels peut-être que vous lisez, que vous observez leurs œuvres et alors moi j'aime beaucoup Christiane Taubira, évidemment. J'aime beaucoup cette femme justement parce que je ne sens pas chez elle cette peur de déplaire et que je trouve ça finalement assez rare. Évidemment parce que aussi c'est une femme qui est une femme très lettrée, qui aime la poésie, qui s'exprime avec un talent que je trouve extraordinaire. Absolument. Je rêve de l'interviever. Oui. Parmi les gens qui nous regardent, si quelqu'un peut me donner un accès à l'entourage de Christiane Taubira, je serais vraiment ravie de pouvoir l'interviewer. Et c'est une femme forte. Et c'est une femme qui porte ses convictions, je trouve, avec beaucoup d'humanité. Oui. Et je trouve que ça, c'est très touchant. C'est-à-dire son leadership, elle l'exerce sans singer qui que ce soit. Absolument. Elle est unique en son genre. Oui. Voilà. Donc elle a su, alors effectivement ce qui ressort là, elle a su finalement révéler son unicité, affirmer ses points de vue, avec un verbe extrêmement élaboré, néanmoins suffisamment fort pour le faire de manière à la fois dans certaines conditions improvisées avec la même puissance ou travailler avec la même puissance, le même impact. Et c'est exactement ce que vous faites aussi. Vous donnez cette parole à des femmes qui sont inspirantes, qui sont reconnues, qui sont assises dans leur domaine. Vous avez eu l'occasion de recevoir Florence Servan-Schreiber, Catherine Barba, Virginie Delalande, dans sa capacité justement à s'exprimer qui est très spécifique. Je laisserai les téléspectateurs aller regarder qui elles sont et quels sont leurs parcours dans cet événement de Grandeur d'âme. Alors, dites-nous un petit peu ce que symbolise Grandeur d'âme pour vous, un peu le leitmotiv qui est à son origine.
Alors, Grandeur d'âme, donc c'est un sommet. J'y interviewe des femmes que je trouve inspirantes, qui ont des parcours, pour certaines, totalement atypiques, et qui, selon moi, sont des figures, des rôles modèles, parce que, justement, elles sont très singulières. Elles sont très singulières, et cette singularité, au lieu d'essayer de la gommer, au contraire, elles en ont fait une force. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. L'angle avec lequel j'ai envie de les approcher, c'est de leur dire, si vous êtes d'accord que je vous interviewe, vous êtes aussi d'accord qu'on parle de tout ce qui vous a impacté. Alors, les bonnes choses, les belles rencontres, les difficultés, les accidents de vie, tout ça constitue les femmes qu'elles sont. Et je trouve que pour autoriser d'autres femmes à prendre une place de leader, il faut leur montrer que les leaders ou les rôles modèles qu'elles peuvent avoir en face d'elles sont aussi des femmes qui connaissent des difficultés, sont aussi des femmes qui ont souffert, sont aussi des femmes qui doutent, sont aussi des femmes qui ont des crises d'angoisse quelquefois. Et que tout ça, ça fait partie du chemin de la femme leader. C'est pas être un leader, c'est pas être invincible. Donc j'aime l'idée d'une femme leader qui a fait la paix avec le fait d'être parfaite, a fait la paix avec le fait de se dire qu'il ne faut pas qu'elle montre ses émotions. Les émotions, c'est la racine du mot, hein, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous fait nous mettre en mouvement. Absolument. Donc évidemment que si toutes les émotions que l'on peut avoir, et surtout les émotions perturbatrices, qui sont des informations très utiles, on les met sous le tapis, ça veut dire qu'on se coupe d'une partie de notre force vitale. Je trouve juste que c'est dommage. Absolument. Alors, est-ce que vous, quand vous voyez ce parcours que vous avez réalisé, vous vous souvenez peut-être de moments qui ont été des moments de grande joie, des grands moments de développement, mais peut-être des moments aussi qui ont été des moments difficiles, des moments heurtants, dans lesquels vous êtes peut-être allé rechercher des ressources pour avancer? Alors, je vais commencer par des moments qui ont été... un moment auquel je pense particulièrement, qui a été un moment difficile, c'est le moment où on est rentré dans le premier confinement. Ah oui. Puisque... moi, mon entreprise, elle fonctionne avec la prise de parole en public. Donc, quand il n'y a pas de public, l'activité s'arrête. Donc, ça a été un moment de grand... Enfin, j'étais vraiment très, très désemparée. Je me disais peut-être qu'en fait, mon métier ne va plus exister après cette crise sanitaire. Enfin, si tout se fait maintenant en ligne, etc. Donc, il y a eu un moment de panique. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que s'il n'y avait pas eu le Covid, il n'y aurait sans doute pas eu Grandeur d'âme. Et parce que je me suis retrouvée avec beaucoup de temps devant moi et je me suis dit, mais quel est le sujet? Un sujet de cœur que jusque-là tu n'as pas eu le temps, Marielle, d'adresser parce que tu es prise par le flot d'activités. C'est quoi le sujet? Et je me suis tout de suite dit, mais c'est le leadership des femmes, c'est la place des femmes. Toutes les clientes qui viennent me voir, j'ai envie de dire, soi-disant pour de la prise de parole en public, et quand je gratte, je me rends compte qu'il y a un problème de légitimité, qu'elles ne se sentent pas respectées à la place où elles sont, ou qu'elles briguent un poste, mais elles n'osent pas le demander, en se disant, mais moi, j'ai pas, je suis qui pour occuper ce poste-là? Donc là, c'était beaucoup plus large que simplement une question de communication. Absolument. Et donc, je me suis dit, là, finalement, c'est une opportunité, tout s'est arrêté, le temps, je dispose du temps, et je peux contacter ces femmes que j'admire, je peux aller interviewer des personnes qui m'inspirent. Là, si je ne saisis pas cette opportunité, c'est pas quand tout va redémarrer que je vais le faire. Donc voilà, donc en fait, Grandeur d'âme est née au départ d'une frustration et d'une panique. Je trouve ça toujours intéressant de me dire que souvent les beaux projets ne naissent pas forcément sur un lit de rose, un lit de pétales de rose, mais surtout sur une brèche, sur quelque chose qui nous oblige à faire un pas de côté. Et après, des moments de joie, mon Dieu, j'en ai eu plein, notamment quand j'ai vu le succès de l'édition 2020 de Grandeur d'âme. Et les moments de joie et d'émotion, de forte émotion, même il y a des fois j'ai eu la larme à l'œil, j'avoue, en recevant les mails de femmes qui ont suivi le sommet en disant je me rends compte en regardant le sommet que je n'aime plus mon travail, que c'est pas à la hauteur de mes attentes. Et ça y est, j'ai mis en place un bilan de compétences, je vais changer de métier. Voilà, des femmes qui me disent, mais nous, on était en confinement, on a regardé ce sommet, c'était le seul moment de la journée où on n'était pas angoissé, etc. Donc, de voir l'impact positif que ça a, c'est pour moi, c'est une joie sans nom, en fait. Donc vous êtes sur les mêmes ressorts, le même levier. Hein. Hier, c'était en tant que comédienne. Aujourd'hui, c'est en tant que coach pour permettre à l'autre finalement de briller. Donc il y a ce transfert-là qui permute finalement. Oui. Cette parole qui devient de plus en plus affirmée. Grandeur d'âme sort
2020, un moment où on est un peu tous isolés, coupés du monde, vous arrivez à recréer du lien entre ces femmes. On arrive sur 2021, l'activité reprend. Et là, vous avez ce programme que vous lancez, Prima Donna. Oui. Quelle est sa vocation ? Alors, la vocation de Prima Donna, c'est de permettre à des femmes qui ont un fort potentiel en entreprise d'oser, en fait, d'oser y aller. Et je remarque que quand on met en place ce programme en entreprise, il y a énormément de choses qui sortent qui n'ont rien à voir évidemment avec les compétences de ces femmes. C'est-à-dire, ce n'est pas leur manque de compétences qui les empêche d'y aller. Ça peut être la peur de remarques sexistes, ça peut être mais si je postule à ce poste-là, je vais me retrouver qu'avec des hommes et ça va me faire bizarre, je vais me sentir un peu isolée. Ça peut être tout simplement je ne me sens pas les épaules, alors que sur le papier, franchement, tout est là. Donc, comment pouvoir dépasser ces peurs et ces appréhensions ? C'est la vocation de ce programme, c'est de dire maintenant, on va aller voir à l'intérieur ce qui bloque et parce qu'on aura débloqué ce qui fait encore obstacle à l'intérieur, eh bien, vous allez voir qu'à l'extérieur, vous allez pouvoir poser des actions qui vont vous permettre d'avoir la vie professionnelle que vous méritez et qui vous tend les bras. Parce que, évidemment, que dans les entreprises, quand on me demande de venir mettre en place ce programme, les personnes en ressources humaines ont déjà détecté des femmes vraiment très talentueuses. Et alors, bon, vous avez parlé beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a des hommes alliés dans toutes ces histoires d'évolution, de placement, de choix, de réorientation ? Bien sûr, bien sûr. Les hommes féministes, il y en a plein, en fait, tout autour de nous. En tout cas, moi, j'en connais plein. Donc, c'est pas du tout. C'est pas. On peut être un homme et être féministe. Alors, ce mot est un peu un gros mot. Je remarque que quand je suis féministe, peut-être donner votre définition. Voilà, absolument. oui, il y a toujours des crispations. Et ces crispations me dérangent parce que je trouve que si les femmes ont aujourd'hui le droit de vote, si les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque, etc., c'est parce qu'il y a des femmes qui ont été féministes et qui ont dit non, c'est pas normal que la femme soit traitée comme un être, quelque part, comme un être mineur tout le long de sa vie. Donc déjà, je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient et remercier ces générations de femmes qui se sont battues pour que nous ayons ces droits. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, on est dans un contexte où il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes. Absolument. Et je trouve ça dommage et un peu attristant que quand des personnes, et surtout des femmes, disent « moi, je ne suis pas féministe », elles associent forcément le féminisme à quelque chose de violent, qui exclut les hommes et qui va aussi, leur donner une image de harpie ou de femme quelque part qui a envie de mettre en place un matriarcat, etc. Donc, moi, je ne suis pas pour le matriarcat, je ne suis pas davantage pour le patriarcat, je suis pour une société inclusive, oui. Une société qui est respectueuse des différences, tout à fait. Parce que les hommes et les femmes sont différents et ça ne les rend pas moins égaux et intéressants et riches par leurs différences. Donc évidemment que les hommes qui sont alliés de cette lutte pour les droits des femmes sont tout à fait les bienvenus. J'ai fait le choix, dans Grandeur d'âme, de n'interviewer que des femmes. Absolument. Mais c'est un choix que je dirais provisoire. Quand on me pose la question, en tout cas, je dis, pour le moment, je n'interviewe que des femmes. Mais je laisse la porte ouverte à interviewer, dans quelques temps, des hommes qui sont aux côtés des femmes pour les faire évoluer, pour se battre pour qu'elles aient plus de droits dans la société, pour qu'elles puissent avoir accès à des postes très élevés, comme des postes notamment de dirigeantes dans les entreprises du CAC 40, etc. Donc, je trouve ça dommage qu'on imagine que le féminisme, c'est forcément quelque chose qui est fait contre les hommes, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est fait pour les femmes. Oui, et c'est pas du tout la même posture. En fait. On est dans un vocabulaire qui est très guerrier. On est dans un combat, on est dans une attaque, on est dans un... Et donc peut-être ce vocabulaire-là relève aussi d'une certaine mentalité, peut-être une histoire à déconstruire dans l'imaginaire pour en reconstruire une autre. Oui. Est-ce qu'on est sur ce... Je dirais que pour le moment, la lutte, on pourra enlever le mot lutte quand il n'y aura plus de contradicteurs ou de personnes qui pensent que ces droits ne sont pas...
grosso modo, les femmes, c'est bon, elles ont eu ce qu'elles voulaient. Maintenant, qu'est-ce qu'elles viennent nous embêter avec des histoires qu'elles ne sont pas assez nombreuses dans les hautes instances, etc. Je vois tous les jours des photos de conseils d'administration de grosses entreprises où il y a une femme avec 18 hommes. Je me dis, non, c'est pas terminé, c'est pas fini. Absolument. En fait. Mais ça appelle à une autre question aussi, parce qu'on pourrait aussi se demander, est-ce que les femmes sont de meilleurs leaders, mais c'est pas forcément de meilleurs leaders par rapport à un homme. Est-ce qu'elles sont de meilleurs leaders aujourd'hui parce qu'elles ont peut-être fait le tour de tous ces points-là et ont une analyse qui est peut-être différente? Oui. Et c'est peut-être quelque chose qu'elles vont insuffler. Oui. Il y a un regard différent. Moi, j'aime bien prendre la métaphore du pouvoir comme étant une sorte une table richement garnie. Et je dis, le but, c'est pas qu'il y ait que des femmes autour de cette table, mais c'est que les femmes aient une place autour de cette table, qu'elles ne se contentent pas juste de regarder des hommes de pouvoir manger et bien boire sans les questionner, sans leur demander ce qu'elles pensent. Donc là, c'est nous accueillir les femmes autour de cette table pour pouvoir discuter en parité et en bonne entente, pas de façon forcément conflictuelle. Absolument. Je pense qu'il y a vraiment des choses à construire ensemble. Et voilà. Et on est vraiment sur cette idée dans le principe de ce leadership réinventé où effectivement les hommes, les femmes connaissent leurs compétences, ont dépassé ces syndromes de l'imposteur côté femmes, et les hommes ne se remettent plus en question en se comparant ni dans une guérilla, ni dans une espèce de lutte de pouvoir pour asseoir ou asservir, mais plutôt dans une volonté finalement un peu vertueuse d'être dans du partage, parce que l'idée c'est que cette alliance-là permettra de faire avancer ces projets et d'aller encore plus loin, plus vite, peut-être plus haut, d'être dans des approches de performance, tout en étant respectueux des individus et des personnalités qui sont les leurs. Donc c'est un peu cette voix qu'on porte et qu'on véhicule aussi au quotidien. Donc c'est intéressant d'avoir à la fois le regard de celle qui accompagne dans cette posture de coach, de celle qui forme aussi derrière cette parole qu'on a vue dans ce que vous nous avez partagé, qui n'est pas simplement l'exercice du verbe, mais surtout la capacité à transmettre son idée, sa pensée, pour rallier, pour faire évoluer, pour faire avancer. On va regarder un petit peu cette actualité qui sera la vôtre justement avec ce sommet. Je sais que vous avez décidé cette année de ne pas avoir de sommet, donc j'allais dire peut-être regarder ce qui se fera en ligne en fin d'année. Là, vous avez décidé que vous le feriez plutôt en 2023. Oui. Pour quelle raison ? J'ai eu envie déjà de prendre une pause, parce que les 2 dernières années, ça a été une importante partie de mon temps de travail a été consacrée à ce sommet à chaque fois. Puisque j'interviewe environ une quinzaine de femmes. C'est une semaine de tournage, enfin c'est beaucoup de travail. Il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent avec moi pour que ce sommet puisse exister. Moi toute seule, je serais bien incapable de faire tout ça. Avec des femmes qui sont très très occupées, mes invités, il faut coordonner. Enfin bon, il y a beaucoup de travail. Et donc j'avais décidé en 2022 de faire cette pause et de revenir en mars 2023, mars qui est le mois du droit des femmes. Donc je trouve que ça... Une belle symbolique. Voilà, c'est une symbolique qui me plaît. Et ce qui me permet aussi de travailler sur la prochaine programmation en étant plus en sérénité, on va dire, parce que sinon c'est vrai que... Ça s'enchaîne, le temps passe vite. Le temps passe extrêmement vite. Exactement. Donc voilà. Alors très intéressant ce projet, donc on le retrouvera en 2023. Donc ceux qui n'avaient peut-être les éditions précédentes peuvent aller les revoir en replay. Alors, les replays sont possibles pendant la semaine du sommet. Donc ils attendront 2023 voilà, alors. C'est ça. Alors Marielle, ce que je vais vous demander, puisqu'on arrive effectivement vers la fin de l'émission, vous accompagnez beaucoup de femmes, vous avez cette posture de coach. Est-ce que vous auriez éventuellement 3 conseils à donner à ces jeunes, ou ces moins jeunes en tout cas, qui nous regardent, qui se questionnent sur aujourd'hui leur parcours, sur les choix qu'elles ont à faire? Quels seraient les 3 conseils que vous pourriez leur donner, justement, dans cette réflexion qu'il a l'air ? Alors, mon premier conseil, ce serait déjà de ne pas singer qui que ce soit, c'est-à-dire de se connaître, de faire ce qu'il faut pour se connaître, le développement personnel, les lectures, côtoyer des mentors, des personnes qui sont des personnes que vous admirez et qui peuvent vous donner des conseils, mais des conseils vraiment personnalisés. Je pense que ça, c'est le premier conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais plus jeune. C'est de dire qu'en fait, il n'y a rien de cassé ou de pas bien en toi. Va et explore tes potentiels pour pouvoir les mettre en œuvre et atteindre tes objectifs. Ça, ce serait le premier conseil. Le deuxième conseil, je dirais, c'est
pour les jeunes femmes, d'arrêter de vouloir être parfaites, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'être parfaite déjà pour être appréciée. Personnellement, je me trouve pleine de défauts et j'ai des amis très chers. Et mes amies aussi ne sont pas parfaites et je les adore avec toutes leurs aspérités. C'est ce qui fait d'ailleurs que le lien est aussi fort. Donc ce perfectionnisme qui est quand même la marque des femmes, je trouve, en entreprise et partout ailleurs, est vraiment un caillou dans la chaussure en fait. Et c'est quelque chose qui est très lourd à porter. Donc allégez-vous de ça, vraiment le plus vite possible, le plus tôt sera le mieux, pour pouvoir oser aussi faire des choses, tenter des choses qui sont ambitieuses. Si on vise toujours la perfection, on va passer son temps à élaborer des choses et on ne va jamais passer à l'action. Troisième conseil, je réfléchis, 3 conseils quand même, Yoka-di, c'est pas mal. Le troisième conseil, ce serait de créer des alliances. Parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Je m'en suis rendu compte pendant toutes ces années à quel point j'ai été aidée par des femmes, par des hommes, parfois par des personnes qui me connaissaient à peine, mais qui étaient des personnes naturellement bienveillantes et qui étaient touchées par mon enthousiasme. Voilà, faites preuve d'enthousiasme, parce que c'est quelque chose qui fédère. Et osez vous relier aux autres et demander du soutien, demander de l'aide, demander des conseils, demander des connexions. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite en fait. Voilà. Merci Marielle pour ces 3 conseils. Alors, il y a un rituel au sein de l'émission qui est celui justement de demander à nos invités de partager avec nous un objet qui leur tient tout particulièrement à cœur. Alors, est-ce que vous auriez le vôtre et qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'il représente, ce qu'il exprime pour vous? Alors, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un livre oui. que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je pense il y a 2 ans. Ce livre, c'est un livre de Charles Pépin, le philosophe. Ce livre s'appelle « La confiance en soi, une philosophie ». Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, la confiance en soi, c'est un vrai thème pour les femmes. Alors, il y a plein d'hommes qui n'ont pas confiance en eux, mais culturellement, ça ne se dit pas de dire « je n'ai pas confiance en moi » quand on est un homme, alors que les femmes l'avouent plus facilement. Et ce que j'aime particulièrement dans l'approche de Charles Pépin, outre le fait qu'il cite évidemment plein de philosophes, plein de penseurs à travers les âges, et que c'est une philosophie très pratique, c'est qu'il parle de la confiance pas comme d'une chose qui serait, qui n'aurait qu'une seule facette. Absolument. Et voilà, ce qu'il explique, et auquel je n'avais jamais pensé, une chose à laquelle je n'avais jamais pensé avant de lire ce livre, c'est qu'on peut avoir plein de sortes de confiance différentes en soi, et que, par exemple, une femme peut être très confiante en elle-même quand elle est au travail, et pas très confiante dans ses relations amoureuses. Elle peut être très confiante quand elle fait la cuisine, et pas très confiante quand elle va faire de la varap, etc., etc. Donc, en fait, il y a toujours des domaines dans notre vie où nous avons une confiance quasiment illimitée, et d'autres où notre confiance est très fragile. Donc déjà, de dire « je n'ai pas confiance en moi » avec un grand C, ça n'a pas vraiment de sens. Absolument. Et ça, je trouve que c'est déjà en soi quelque chose d'assez réconfortant, et d'aller chercher en soi quels sont les domaines de vie où finalement je suis assez confiante. Et à partir de là, construire et permettre à cette première confiance de faire tache d'huile sur les autres domaines, de voir est-ce que j'ai besoin d'aller me former, est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée, est-ce que j'ai besoin tout simplement d'arrêter d'être parfaite, de vouloir être parfaite pour retrouver un peu de confiance, me dire que je suis un individu qui a de la valeur, même si parfois je fais des choix qui sont discutables après coup, puisque après coup, on peut toujours trouver que... Voilà. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je l'ai gardé sur ma table de chevet pendant plusieurs mois, et je recommande à tout le monde de le lire, homme comme femme. Je pense que tout le monde pourra en retirer des pépites. Merci pour ce partage de l'ordre du personnel. Une lecture aussi qui va être conseillée à nos téléspectateurs sur la durée. Merci pour le temps que vous nous avez partagé, le temps que vous avez passé avec nous, cette exploration un peu dans votre univers. Peut-être que ça permettra aussi de saisir que le coaching, alors qui est bien sûr un métier entre guillemets dont le terme a été galvaudé, peut retrouver toute sa puissance en termes d'accompagnement et être un vrai levier à la fois pour reprendre confiance en soi, à la fois pour pouvoir s'exprimer de manière beaucoup plus naturelle, mais aussi en gardant son identité, sa personnalité.
tout en briguant finalement et en réalisant les métiers, les espaces dans lesquels on a envie d'évoluer. On a eu un bel exemple avec votre témoignage. Je vous remercie pour ça. Merci. Je remercie les équipes du Pendo et l'Hôtel Serre pour leur accueil chaleureux et je vous donne rendez-vous le mois prochain à la découverte de nouveaux leaders et d'hommes alliés. À très bientôt.